maintenant, on va descendre un peu plus dans le sud, puisqu'on va aller à Albi, donc dans le Tarn, pour parler d'un projet d'urbanisme temporaire, le square Augereau. Donc, Madame Cécile Jiménez, qui est chargée de mission du renouvellement urbain à la communauté d'agglo des Albigeois. Voilà. Bonjour, alors je vais commencer par excuser mon binôme Camille Bousquer qui devait être là aujourd'hui et qui n'a pas pu se présenter pour des raisons d'obligation professionnelle, mais elle avait plein de choses très intéressantes à vous dire, donc je vais essayer de m'en faire le relais fidèle. C'est parti pour le Square Augereau à Albi. Donc là, on est dans une communauté d'agglomération qui est située en Occitanie, plus précisément dans le Tarn, dont la ville-centre est Albi. Le Square Augereau est situé sur le quartier de Cantepeau, donc c'est la centralité historique nord du quartier. Voilà. Donc quartier Cantepeau à Albi, qui est l'un des 3 QPV du territoire, le plus important en termes de population, le moins mixte parce qu'on est à 100% d'habitat social avec un seul bailleur qui est un habitat, et le plus difficile aussi en termes de cumul et de gravité des problématiques auxquelles on est confronté sur ce quartier. C'est la raison pour laquelle en 2016, les 3 acteurs institutionnels que sont la ville d'Albi, l'agglomération Etern Habitat, également gestionnaires principaux du quartier, avec l'ANRU et les autres partenaires, décident de s'engager dans le projet de rénovation urbaine Cantepeau demain. Donc 2016, il faut bien garder en tête cette date parce que c'est également la date à laquelle nos 3 acteurs institutionnels décident d'engager la démarche, la réflexion autour d'un aménagement temporaire. Et on peut passer. Ah, d'accord, la télécommande. Ouais. Donc, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans la démarche là, de l'aménagement temporaire, on va aller regarder ce qui se passe en 2016 sur le Square Augereau. Donc, on est déjà sur une centralité qui montre des signes de perte de vitesse avec un terrain de sport qui est déqualifié, qui est abandonné depuis en fait l'aménagement au sud d'un autre espace public à vocation sportive très moderne. Et puis en présence d'un centre commercial vacant parce que en 2016, en anticipation en fait du projet ANRU sur le volet économique et commercial, les partenaires du projet décident de construire un nouveau centre commercial sur l'axe principal du quartier et donc d'y déplacer les commerces qui sont historiquement implantés sur le Square Augereau. Donc là, entre ces 2 phénomènes et puis les perspectives de réaménagement dans le cadre du projet NPNRU qui est plutôt aux environs 2022-2025, on a ce qui s'appelle une friche temporelle qui est en train de se matérialiser. Une friche temporelle en quartier politique de la ville, ça pose un certain nombre de problèmes et de risques de sécurité tout simplement pour la population et puis en termes d'usages plus ou moins illégaux qui pourraient apparaître progressivement. Des problématiques en termes de déséquilibre des dynamiques urbaines entre le nord et le sud du quartier. Et puis aussi, c'est pas réellement le signal qu'on souhaite envoyer à la population de laisser un espace vacant à l'aube en fait du projet de renouvellement urbain. Donc, non, c'est l'inverse. Donc, on arrive à la décision en fait assez collective d'un point de vue des acteurs impliqués, c'est-à-dire nos trois gestionnaires, Etern Habitat, l'agglomération et la ville d'Albi, qui souhaitent donc lancer cet aménagement. À l'époque, on parlait plutôt d'aménagement temporaire, on n'avait pas encore l'idée vraiment de transitoire, c'est venu un peu après. On voit bien que le premier objectif qui préside en fait à cet aménagement temporaire, c'est en fait de combler un vide, d'occuper un délaissé, dans l'attente de l'aménagement définitif du projet de rénovation urbaine. Et en fait, on a d'autres objectifs qui sont venus se préciser avec le temps au cours de la démarche, en fait, de manière assez itérative. Donc, en premier lieu, faire participer. Donc, en fait, on sait que les formats classiques de la participation en projet de rénovation urbaine, et notamment en quartier politique de la ville, connaissent certaines insuffisances. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'avec ce projet transitoire, on va essayer de faire levier, de susciter l'intérêt des populations au projet urbain, d'impliquer par l'intermédiaire de micro-projets qui soient concrets, réalisés à court terme et dans un esprit assez ludique et très participatif concret.
Ensuite, tester des usages, tester des aménagements, tester des modes de gestion qui soient nouveaux aussi, dans le but de préfigurer un petit peu ce qu'on peut faire ensuite dans le projet de rénovation urbaine. Et puis en fait, c'est un objectif qui va devenir assez important par la suite au vu du budget investi en fait dans ce projet d'aménagement transitoire, avec l'idée de pérenniser dans le projet définitif, ou alors de pouvoir déplacer ce qu'on va faire, ou alors de pouvoir le reproduire ailleurs sur le quartier ou ailleurs sur le territoire. Donner une nouvelle identité, en fait, entre 2016 et 2018, c'est le moment où on fait les études sur le protocole de préfiguration, et on va vraiment commencer à réfléchir un petit peu à la suite de ce qui va se passer sur le square Augereau. Et donc, on se rend bien compte que c'est un espace à enjeu, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la stratégie de renouvellement urbain. Et donc, il va y avoir une évolution assez profonde, en fait, de cet espace-là. Donc, l'idée, c'est de venir, à travers ce projet d'urbanisme transitoire, d'amorcer une nouvelle identité et d'accompagner le développement de nouveaux usages. Enfin, innover dans les méthodes et les pratiques. Donc, dès le départ, l'idée, c'est d'avoir une intervention collective par les acteurs institutionnels. Et puis donc d'essayer un peu de sortir de nos silos, de tirer profit, de tirer avantage de ce projet collaboratif pour essayer de tester de nouvelles méthodes de travail. Voilà, donc maintenant pour rentrer un peu plus concrètement dans le projet, le principe, qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'était d'abord de venir faire une intervention lourde sur cet espace à travers une procédure assez classique de maîtrise d'œuvre. Pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle un aménagement support, c'est-à-dire un aménagement qui permette déjà d'avoir des usages qui se développent sur cette centralité dès la fin des travaux de l'aménagement support, mais un espace qui soit encore suffisamment ouvert, suffisamment peu aménagé, entre guillemets, pour pouvoir venir faire évoluer l'espace à travers la réalisation de micro-projets avec les habitants jusqu'à 2022, la date d'aménagement prévue, d'aménagement définitif de notre square Augereau. Donc là, aujourd'hui, on est dans cette deuxième phase d'animation. L'aménagement support est terminé. Et donc, vous voyez qu'on a donc une programmation de micro-projets qui se structure au fil du temps. Ces micro-projets, ils sont suivis et validés et montés dans un groupe de travail qui rassemble des acteurs de terrain du quartier, la maison de quartier, le centre de loisirs, ceux qui sont vraiment implantés au quotidien au plus près des personnes. Et puis des techniciens des trois gestionnaires, donc Ville d'Albi, Agglomération et Tarn Habitat. Ensuite, chacun des micro-projets va avoir son propre pilotage en fonction de son objet. Je pense par exemple au jardin partagé, ça va plutôt être piloté par le service environnement, même si tous les autres acteurs sont bien sûr dans la dynamique. Tout ce qui est chantier tremplin insertion, ça va plutôt être le service rénovation urbaine qui est à la manœuvre, mais de même beaucoup d'acteurs intégrés. Ça permet d'avoir une gestion assez souple en fait de ce projet et d'impliquer aussi énormément d'acteurs et donc d'avoir une fédération autour de l'aménagement temporaire. Ensuite, la manière dont sont un peu réfléchies ces actions et ce programme d'action, on essaye, comme on vient de le dire, d'impliquer les structures du quartier dans chacun des micro-projets et d'essayer de varier d'un projet à l'autre de personnes avec qui on va le construire. Ça permet aussi de toucher un public qui soit assez large, c'est-à-dire qu'à un moment, on va faire une action comme par exemple l'action jeux d'enfants qui a impliqué le public du centre de loisirs et de la maison de quartier, donc on est plutôt sur un public jeune. Les chantiers tremplin insertion, on est plutôt sur des personnes qui ont un objectif professionnel adulte, ou alors par contre sur le printemps des cultures, là c'est grand public, c'est très ouvert. Donc l'idée étant toujours d'essayer d'impliquer un maximum de personnes de tout profil pour intéresser au projet de rénovation urbaine.
C'est aussi cette logique-là qui préside dans le mix, on va dire, de temporalité en fonction des micro-projets. On va avoir des micro-projets qui sont faits sur la longue durée. Les jardins partagés, par exemple, ils sont voués à durer 3 à 4 ans, la durée de l'aménagement transitoire. On va avoir des actions qui sont beaucoup plus courtes, sur quelques semaines, voire juste un événement. Ça permet aux personnes de trouver, à chacun en fait, de trouver sa propre manière de s'impliquer dans le projet selon ses possibilités, sa disponibilité. On va avoir des gens qui vont avoir envie et le temps aussi de s'impliquer de manière régulière, de venir à toutes les animations pour le jardin partagé, par exemple, et à d'autres personnes de venir juste peut-être plus observer et participer par cette observation, par sa fréquentation du site. Voilà. Donc, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail sur deux projets, deux micro-projets, entre guillemets, pour illustrer un peu le propos précédent qui était plus généraliste. Donc, d'abord, sur la question de l'aménagement support, expliquer un petit peu comment on est venu travailler sur l'aspect participatif, sur l'implication des usagers dans le projet. Donc en fait, a priori, cet aménagement support, il a été réalisé selon une procédure assez classique de maîtrise d'œuvre avec une agence de paysagistes qui a travaillé sur ce projet. La particularité, c'est que les habitants ont été inclus à absolument toutes les étapes du projet, donc programmation, conception, réalisation. En phase de programmation, en fait, donc ça a été le tout début de la phase d'aménagement transitoire. On a réalisé 2 ateliers participatifs. Le premier qui a permis de faire émerger des envies, des propositions, des thématiques à partir d'une page blanche. On était avec nos petits post-it et puis on a fait des tours de parole comme ça pour faire émerger des idées. Le deuxième atelier participatif a permis de préciser 4 thématiques qui sont revenues de manière récurrente. Donc il y avait les jardins partagés, un espace événementiel, et puis un espace sportif et un espace de rencontre, convivialité. Donc là, il y avait les équipes techniques qui étaient présentes sur cet atelier participatif pour venir poser les règles du jeu et rappeler un petit peu les contraintes qui se posent à des gestionnaires dans le cadre de la gestion ultérieure de ce site. Ensuite, donc, on a effectivement eu notre appel d'offres qui a permis de retenir une agence de paysagistes. Donc son travail était un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle avait une grosse mission sur toute la partie médiation et traduction en fait des aspirations habitantes sur le papier et sur le plan technique. Donc en fait, dans le cahier des charges, on s'est servi des éléments qu'on avait obtenus avec les habitants sur le programme. Et puis, en phase esquisse, deux propositions, 2 scénarios ont été réalisés, assez distincts. Ils ont été présentés dans le cadre d'un nouvel atelier participatif, à partir desquels les personnes ont pu rediscuter, retravailler, et puis définir un projet finalement définitif qui a été dessiné puis représenté en phase pro à la population. En phase réalisation, on a fait faire le chantier donc tremplin insertion numéro 1, qui est un peu la pièce maîtresse de cet aménagement, donc un support en bois avec du mobilier un petit peu original qui avait été dessiné sur mesure dans le cadre donc de contrats d'insertion à destination de 3 personnes du quartier, habitants du quartier. Et donc ils vont travailler pendant 3 semaines à ce chantier avec des artisans locaux. La phase de réalisation, ça a été aussi le moment où on a pu faire de la médiation autour du projet à partir du chantier qui était en cours, donc sur le site, avec une demi-journée de travail avec les enfants qui sont à l'école juste à côté de l'école Saint-Exupéry. Et donc ça a été aussi un moyen de parler du projet de rénovation urbaine et de faire voilà, un peu de médiation sur un angle plus large. Une dernière chose quand même qui était très importante sur l'aménagement support, c'est la question de la valorisation. En fait, à la fin de cet aménagement, il y a eu plusieurs actions. Donc, on parle du repas partagé, qui a été un temps où les personnes qui étaient en insertion ont pu échanger avec les acteurs institutionnels, qu'ils n'ont pas l'habitude nécessairement d'avoir en phase 2. On a eu une exposition photo, une journée d'inauguration avec la présence des élus. Et ça a été quelque chose qui a été assez important, notamment pour
la fierté des habitants par rapport à cet espace. Focus numéro 2, alors là, sur le jardin partagé. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le projet pivot de cet aménagement. Le jardin partagé, ça a été une des toutes premières demandes des habitants dans l'acte 1 de la participation. Et puis donc, il a été aménagé dans le cadre de l'aménagement support. Et puis ensuite, on a eu une phase d'animation avec un prestataire, Les Mains sur Terre et Saveter, qui s'occupe de mobiliser, d'accompagner et de faire des animations toutes les 2 semaines, toutes les semaines, 2 fois par semaine avec les habitants. Et donc, finalement, ce jardin partagé, au cours du temps, on se rend compte que c'est un trait d'union. Un trait d'union entre l'aménagement transitoire et le reste des dynamiques et des projets du territoire, parce que en fait, ce jardin partagé, il est inscrit dans le projet alimentaire territorial de la ville d'Albi. Donc c'est un projet de territoire qui vise à promouvoir la consommation locale, la production locale et le bien manger. Donc ce qui fait qu'on a plusieurs autres jardins partagés dans d'autres quartiers de la ville d'Albi. Et donc, en étant inscrit dans ce PAT, en fait, ça nous a permis d'organiser avec les habitants des tournées, des échanges inter-jardins partagés dans d'autres quartiers, et donc d'ouvrir finalement cet aménagement transitoire sur le reste du territoire. Trait d'union aussi entre les habitants et entre les acteurs locaux. En fait, grâce à ce jardin partagé, on a un petit groupe d'habitants qui est venu se constituer, un noyau dur, qui est là toutes les animations, toutes les semaines, et qui s'implique aussi dans le projet de rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'ils sont là systématiquement quand on fait des réunions. Ce sont des interlocuteurs privilégiés et identifiés. Identifiés, c'est important. Identifiés à la fois par les acteurs institutionnels, mais aussi par les autres habitants qui viennent aussi discuter avec eux de leurs aspirations, de leurs envies pour cet espace. Voilà. Trait d'union aussi... donc je le disais avec les autres acteurs du quartier, parce qu'il y a beaucoup d'animations qui sont faites, par exemple avec le CLAE, avec l'école des interactions, avec les publics des structures locales. Et puis dernièrement, les jardins partagés sont rentrés dans le programme d'action bénévole de la maison de quartier. À la base, ça a été fait pour une question juridique, en fait, d'encadrement des enfants dans le cadre de ces animations-là, parce que la prestataire n'avait pas... le droit, entre guillemets, d'encadrer les enfants. Et donc, le fait de mettre cette action dans le programme d'action bénévole, ça nous a permis d'avoir des personnes qui participent, des habitants qui participent au jardin partagé, qui se mettent bénévoles et qui ont de fait le droit de pouvoir encadrer des jeunes. Et ça nous a permis aussi de voir une vraie montée en capacité, en fait, des personnes qui se sont investies dans ce projet-là, avec l'attribution d'une mission réelle. Et c'était quelque chose d'assez intéressant. Et hop, voilà. Donc pour synthétiser un petit peu les résultats qu'on a pu observer pour le moment, parce qu'en fait on est en plein dedans, hein. Là on a eu des projets qui étaient déjà bien engagés. Nous on est au début, ça fait 1 an en fait que l'aménagement support est terminé. Donc le point positif, point vraiment positif, c'est la méthode qui est suffisamment souple et agile entre nous, entre acteurs institutionnels qui pilotons un petit peu chacun de ces micro-projets, qui nous a permis de nous adapter à toutes les contraintes, problématiques, blocages, freins, etc. et de pouvoir mettre en place de nouveaux outils qui sont utilisés de manière pérenne pour la suite du projet. Je pense notamment par exemple au chantier tremplin insertion, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais qu'on a mis en protocole, mis en process, et qui maintenant nous sert pour en faire ultérieurement. Je pense aussi à un outil de mutualisation des participations financières là qu'on est tout juste en train de mettre en place grâce au GIP Contrat de Ville. Mais bon, dans cette organisation, comme je vous disais, il y a eu un certain nombre de freins, de blocages, que ce soit sur l'aspect technique, administratif, juridique. Et donc en fait, ça m'amène à parler d'une des problématiques qui est la question des lourdeurs de ce projet sur le plan temporel. En fait, c'est un projet qui est très chronophage et c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement anticipé. Et donc, il y a forcément inclus un certain nombre de frustrations parce que sur certains volets de la participation, on n'a pas pu aller nécessairement aussi loin que ce qu'on voulait faire parce que tout simplement, il faut qu'on s'occupe aussi du projet global NPNRU et que
voilà, il faut réussir à jongler en fait entre ces deux projets, entre les échelles de l'animation, entre les échelles de l'urbanisme et de l'aménagement. Et donc très vite, on a vu l'importance de se faire accompagner sur ce type de projet et de prendre avec nous des prestataires dédiés à l'animation. En fait, ça a été le cas pour les jardins partagés avec les Mains sur Terre qui ont fait un travail absolument colossal. Hein. On n'aurait jamais pu avoir la même force en étant à la fois équipe technique et pilote des jardins partagés. Donc voilà, la problématique par rapport aux prestataires qui se sont posés pour nous, c'est déjà le fait que sur Albi, on n'a pas vraiment on avait la chance d'avoir les Mains sur Terre pour les jardins partagés, mais sur l'aspect chantier participatif, c'est assez compliqué de trouver des personnes qui soient à la fois sur des compétences très techniques et en même temps sur de l'animation sociale ou culturelle. Donc il faut soit aller les chercher ailleurs sur d'autres territoires, soit structurer la filière. Et nous, pour l'instant, c'est le choix qu'on a fait d'aller voir des acteurs locaux et de travailler avec eux. Alors même si c'est leur premier chantier, même si c'est plus long, même si c'est le fait de faire un premier travail avec eux et de se dire que plus tard, ils pourront continuer à travailler avec nous sur ce genre de projet. Après, la question du coût, parce qu'effectivement, une année d'animation pour les jardins partagés, par exemple, ça a coûté 25 000 euros. Nous, on n'a pas de logique de rentabilité financière comme sur d'autres projets derrière avec des acteurs économiques. Donc, tout ce qui est investi, c'est de l'argent public. Donc voilà, c'est vrai que le coût, tout à l'heure, j'avais affiché également le coût final de l'aménagement support. C'est quand même des enveloppes qui sont relativement importantes pour un aménagement transitoire. Donc c'est tout l'intérêt aussi de se dire que cet aménagement transitoire, c'est pas juste pour s'amuser entre guillemets, mais que derrière il y a une vraie logique d'expérimentation, de travail pour tirer quelque chose derrière en termes d'enrichissement du projet urbain. Voilà. Sur la partie plutôt appropriation, donc qui était quand même un objectif assez important de l'espace, que ce soit par les acteurs institutionnels, par les acteurs terrains et par les habitants, on voit qu'il y a vraiment du chemin qui a été fait depuis un certain nombre d'années, depuis 2017, où la démarche avec les habitants a commencé. Avec une vraie fierté de l'espace. Au départ, il y avait beaucoup de scepticisme en fait sur ce projet. Par exemple, sur l'ouverture des jardins partagés ou sur le platelage, on a eu des réflexions de personnes, d'habitants qui nous disaient oh là là, mais ça sera pas respecté, ça va être dégradé. Et au final, maintenant ça fait 1 an et tout fonctionne, rien n'a été dégradé. On a eu quelques vols de tomates au départ, mais les habitants ont vite su faire arrêter ce vol de tomates. Et puis donc, je reviens sur la question vraiment de la valorisation de ces actions. C'est vraiment très important, on le voit, que les élus, par exemple, viennent se présenter lors de l'inauguration, viennent discuter avec les gens qui sont impliqués. Comme tout à l'heure, ça a été dit, effectivement, c'est des quartiers qui ont un peu le sentiment d'avoir été relégués, ou de ne pas être pris en compte. Et là, on sent que les personnes montent en compétences et s'impliquent de plus en plus, non seulement sur le projet et sur l'aménagement transitoire, mais également dans la vie du quartier. On a un petit groupe d'habitants là qui s'est constitué pour essayer d'impulser d'autres initiatives, pas uniquement sur l'aménagement transitoire. Voilà, donc la question un peu point d'interrogation, c'est vers une autonomisation de la démarche. Parce que jusqu'à présent, il y a une forte implication des institutions et des acteurs partenaires pour mettre en place des animations. Mais on voit que grâce notamment aux jardins partagés, il y a des initiatives, il y a des demandes qui émergent, notamment le chantier tremplin insertion numéro 2, là, il émerge directement d'une demande des jardiniers qui ont recueilli aussi la parole des habitants qui étaient autour, pour venir constituer un nouvel espace de convivialité en plein sur le jardin partagé. Donc voilà, c'est la question vers une plus grande spontanéité des initiatives, point d'interrogation. Merci. Alors, on voit bien que là, il y a une dimension paysage très très forte, hein, que c'est le travail d'une paysagiste ou d'une équipe là qui va justement activer. La question qu'on peut poser, c'est
Pourquoi avoir voulu spécialement faire du multiséquence? Pourquoi ne pas avoir voulu faire uniquement un immense potager qui nourrirait le quartier? Je le mets une sorte d'utopie comme ça. Est-ce que ce schéma-là, il a été imaginé ou au contraire, vous vouliez, pour être plus près de la demande des habitants, coller à justement du multifonction, est-ce que ces hypothèses-là ont été explorées? Oui, complètement, parce que, donc, comme on l'a vu tout à l'heure au début de l'intervention, les objectifs sont multiples. On est sur un projet complexe au sens où il y a plusieurs objectifs et plusieurs fonctions. Et donc l'idée de juste combler l'espace en mettant un potager n'a pas été retenue. La volonté, c'était de pouvoir diversifier au maximum à la fois les micro-projets, à la fois les temporalités, à la fois les modalités d'implication possibles et d'engagement des personnes pour pouvoir toucher un maximum d'habitants en fonction de leur sensibilité, de leurs envies et de leurs possibilités. Oui, ça a été fait à dessein. Oui. Ouais. Oui, et alors à partir du moment où justement vous avez testé, diversifié les publics, les approches, les volontés, et que maintenant vous avez quand même eu un retour d'un an d'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire si ça fait évoluer le plan guide de rénovation du quartier au niveau des espaces publics, des usages, enfin l'implication que ça a eu? Est-ce que déjà vous pouvez nous en parler ou pas encore? Oui, alors sur l'évolution du plan guide, sur la question du dessin, pour l'instant non. Par contre, dans la réflexion des acteurs du projet NPNRE, oui. C'est-à-dire que là, on a vu que cette logique d'implication des habitants fonctionnait et on souhaite avoir une démarche similaire dans le cadre des études de maîtrise d'œuvre aménagement des espaces publics extérieurs du quartier sur ces questions d'implication à la fois dans la conception, à la fois sur du chantier participatif. Ça, c'est une volonté qui a émané suite au constat en fait que ce projet a un réel impact en fait sur l'interaction avec les habitants. Ouais. Merci. Bon, on fait signe qu'il est déjà 16h, donc on va peut-être oublier la pause. Je ne sais pas, Francis, ce que tu en penses. On enchaîne. Donc, on va passer la parole à la salle. Aucune question? Pas de question. C'est une question là-haut. Merci pour la présentation. C'est une toute petite question, très très rapide. Qui était support des chantiers d'insertion? C'est la mairie ou vous aviez une entreprise, une association intermédiaire qui gérait ça? Alors pour l'aménagement support, en fait, ça a été une maîtrise d'ouvrage ville pour la partie paysage. On a eu une maîtrise d'ouvrage Tarn Habitat pour la démolition du centre commercial, puisqu'en fait les jardins partagés reprennent l'emprise exacte de l'ancien centre commercial. L'idée, ça avait été de subvertir un peu ce centre commercial, l'image, les représentations qu'on avait de cet espace en utilisant l'emprise pour la transformer. Et donc ville pour la partie paysage, avec une implication forte de la communauté d'agglomération dans le pilotage en fait de la mission de maîtrise d'œuvre. Qui a assuré le chantier d'insertion? Ah, le chantier d'insertion, pardon. Le chantier d'insertion, ça a été 2 artisans, donc Pixel Urbain et Delvin, qui à la base font du mobilier en bois. La personne, donc Franck Bousquet, qui est sur Pixel Urbain, a une formation et une grande expérience dans tout ce qui est graphisme d'architecture et d'urbanisme, et une certaine connaissance sur tout ce qui est mobilier urbain, notamment sur la question des normes. Et donc, ça a été assez facile de travailler avec eux parce que, de par leurs compétences techniques, ils étaient déjà à même de faire cet ouvrage. De par leur activité privée, on va dire. Et puis, une grande implication personnelle. On parlait tout à l'heure des sensibilités des individus qui sont impliqués dans ce genre de projet. Donc, Vincent Delaveau, qui est plutôt sur la partie Delvin, lui était ancien CPE de CFA, il me semble. Et donc, il avait cette fibre d'encadrement et la volonté vraiment de le faire.
Donc ça nous a permis de combiner en fait compétences techniques et encadrement à travers ces 2 artisans qui ont travaillé en commun sur toute la durée du chantier en fait. Voilà. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un bénévolat ou... Non. Ça a été une mission financée par la ville. Et puis les salaires des personnes employées en insertion sur les 3 semaines ont été financés par la communauté d'agglomération, ainsi que le suivi social des personnes sociales et administratives des personnes des 3 habitants.